Le GH5 vaut-il toujours le coup en 2020? Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du Lumix GH5 que j'utilise depuis maintenant 3 ans. Il faut savoir que moi j'ai commencé à l'époque avec un Lumix GH2 que j'avais acheté d'occasion en 2015 pour 500 € boîtier plus objectif, donc c'était une bonne affaire. Et c'était ma première vraie caméra on va dire, parce que jusqu'à là je filmais avec des iPhones. Alors le GH2 était déjà très bon, il filmait en Full HD, donc pour moi de passer d'un iPhone à ça, c'était déjà une super évolution, j'en étais très content. Et 2 ans plus tard, en 2017, j'ai commencé à faire des vidéos pour des clients et pour passer un cap et fournir de la grosse qualité, je me suis acheté le GH5. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je l'aime toujours autant et pourquoi selon moi il sera toujours hyper bon dans les 5 années à venir. Alors c'est vrai qu'on est à une époque où on veut tout le temps de la nouveauté. On attend sans cesse la sortie de la prochaine caméra en pensant que ça va nous rendre meilleurs. Et ça, les marques l'ont très bien compris avec leur marketing, en nous faisant croire que les nouveaux modèles sont extraordinaires et que du coup les précédents sont dépassés. Par exemple, on l'a vu avec le Canon R5 annoncé récemment, qui fait de la 8K, du RAW, etc., etc. Mais il est important de comprendre qu'on est arrivé à un tel niveau technologique que maintenant toutes les caméras sont bonnes et elles durent plus longtemps. Au début, quand le numérique est arrivé et qu'on est passé de la HD à la Full HD à la 4K, c'était dingue. Donc là, c'était normal de changer de caméra. Mais maintenant, quasiment tous les modèles du marché sont très bien et les différences, elles vont se faire sur l'ergonomie, sur l'organisation des menus, sur la prise en main, mais en tout cas pas sur la qualité d'image qui va être quasiment équivalente partout. Donc c'est à vous de faire votre choix et ensuite d'évoluer non pas en changeant de caméra toutes les 5 minutes parce que ça sert à rien, mais plutôt en faisant progresser vos compétences. Donc de cadrage, de mise au point, d'exposition, de balance des blancs, etc., etc. Alors maintenant revenons-en au GH5, pourquoi je trouve que ça reste une super caméra en 2020. Déjà parce qu'il a été vraiment pensé pour la vidéo, plus que pour la photo, et ça se voit. On peut filmer en HD, en 4K et en cinéma 4K, donc la vraie 4K, 4096 par 2160. Ensuite, on peut faire de super ralentis, donc ça monte à 60 images par seconde en 4K et à 180 images par seconde en Full HD. On peut enregistrer en 4.2.2 10 bits en interne, ce qui permet d'avoir plus de détails et plus de profondeur dans les couleurs. Donc si on veut une image de super qualité avec un étalonnage assez poussé, c'est primordial. En termes de profil d'image, on a un profil flat, le Cinelike D, et un profil log, le Vlog, qui est payant, mais en tout cas on peut le mettre sur le GH5. Et ça, encore une fois, pour un étalonnage très poussé, c'est primordial. Un gros point fort du GH5, c'est qu'il intègre plein d'outils de mesure pour la vidéo, comme l'histogramme, les zébras ou la waveform pour l'exposition, et le focus picking et le zoom pour la mise au point manuelle. Ensuite, on a une fonction intégrée qui permet de faire des transitions de mise au point, pour des transitions propres et créatives. Ça, c'est un truc que j'adore. Ensuite, le GH5 a un capteur stabilisé, et en plus de ça, si vous prenez une optique Panasonic, elle sera aussi stabilisée. Donc ça permet d'avoir une double stabilisation de l'optique et du capteur. Et pour des images prises à main levée en configuration un petit peu run and gun, c'est ultra pratique. Je vous mets à gauche une image non stabilisée et à droite la même image avec la stabilisation de l'objectif et du capteur. Franchement, moi je trouve ça assez génial. Alors certains lui reprochent son côté robuste pour un capteur micro 4/3, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien, notamment la poignée ici qui est assez profonde, ce qui fait que quand on le prend en main comme ça, on a vraiment la sensation d'avoir quelque chose de solide. Et moi quand je fais des images, j'aime bien avoir bien mon appareil en main. Je trouve que c'est l'avantage d'un boîtier par rapport à un téléphone. Quand on le prend en main, on a vraiment la sensation de l'avoir bien en main et il ne va pas tomber. Alors qu'un téléphone, c'est sûr que c'est différent, alors c'est un autre usage, mais par contre quand on fait des images avec, c'est beaucoup moins pratique moi je trouve. Mais malgré tout, le GH5, vu qu'il a un capteur micro 4/3, ça reste un appareil assez petit et compact, que ce soit le boîtier ou les objectifs qu'on va mettre dessus. Donc pour le transport, c'est assez pratique. Autre avantage pour la vidéo, il a une vraie sortie HDMI sur le côté, qui permet de se brancher à un moniteur ou à un enregistreur externe. Le GH5 n'a pas de limite d'enregistrement en vidéo. On peut filmer 1 heure, 2 heures ou 3 heures si on veut. Contrairement à d'autres marques comme Canon ou Sony, je crois, qui sont limitées à 30 minutes. Parce qu'en fait, quand on commercialise une caméra vidéo, on doit payer une taxe qui est dédiée à ce type d'appareil. Et vu qu'à la base, c'est des appareils photo, certaines marques n'ont pas payé la taxe, ce qui fait qu'ils sont limités à 30 minutes parce que ça reste des appareils photo. Et d'autres marques comme Panasonic ont payé la taxe, ce qui fait qu'il n'y a pas de limite d'enregistrement en termes de durée. Et en plus, autre avantage, on a un double slot SD qui permet soit d'enregistrer 2 fois plus longtemps, soit de faire un backup. On en parle assez souvent aussi, l'écran retournable du GH5 est hyper pratique pour filmer dans des endroits restreints ou alors pour se filmer soi-même quand on fait du face caméra. Quelque chose qui est vachement pratique avec le GH5 aussi, c'est qu'on peut le personnaliser d'une façon très poussée, à la fois avec les modes personnalisés C1, C2 et C3 qui permettent de mémoriser des réglages, que ce soit pour la photo ou pour la vidéo, et de les retrouver directement en tournant la molette.
ou alors avec toutes les touches FN qu'il y a sur le boîtier qu'on peut assigner avec les fonctions qu'on veut. Donc par exemple, une touche peut être assignée à l'affichage de l'histogramme, une autre au focus picking, etc. etc. Donc c'est vraiment super de pouvoir configurer le GH5 en fonction de notre usage à nous. Et enfin, une fonction qui est vachement bien sur le GH5, c'est l'intervallomètre intégré qui permet de faire soit des timelapses, soit du stop motion. J'en ai déjà parlé sur la chaîne de ces deux techniques, mais en tout cas, c'est vraiment pratique d'avoir l'intervallomètre intégré au boîtier parce que sinon, sur d'autres boîtiers, il faut prendre un intervallomètre déporté qu'on branche avec un câble, donc c'est plus compliqué. Alors vous voyez, le GH5 a beaucoup de qualité en vidéo, mais c'est pas non plus la caméra parfaite parce que de toute façon ça n'existe pas et il a aussi des défauts. Principal défaut en vidéo, c'est son autofocus. Effectivement, il est très mauvais. Le GH5 n'est pas réputé pour être bon en mise au point auto. Moi personnellement, ça me gêne absolument pas parce que je suis toujours en manuel et le GH5 peut être justement l'occasion de se pencher un petit peu sur la mise au point manuelle, surtout qu'on a vu qu'en plus il avait des outils assez poussés de mesure comme le focus picking ou alors le zoom pendant qu'on fait la mise au point. Attention, là je parle en vidéo et pas en photo. En photo, l'autofocus est très bon. Autre inconvénient du GH5, c'est qu'il a un petit capteur au format micro 4 tiers, ce qui fait que ses performances en basse lumière sont pas terribles. C'est-à-dire que si on commence à monter les ISO au-delà de 800, 1600, il va y avoir du bruit partout et l'image sera pas belle du tout. Ça, c'est vrai que c'est le plus embêtant pour moi, mais on peut quand même réussir à compenser le fait qu'il ait une mauvaise sensibilité dans les basses lumières. Soit si on a un contrôle sur l'éclairage, on va mettre plus de lumière, plus d'intensité. Ou alors si on est dans une situation où on n'a pas le contrôle sur la lumière, comme par exemple dehors la nuit ou alors dans une soirée, là vous pouvez prendre un objectif plus lumineux qui ouvre à f1.4, f1.2 ou même f0.95, comme ça vous n'aurez pas à augmenter les ISO. Alors il faut savoir qu'après le GH5, Panasonic a sorti un autre appareil, le GH5S, qui n'est pas la version d'après du GH5 mais plutôt une version alternative, qui pour le coup est orienté 100% vidéo. Avec celui-là, les photos c'est même pas la peine. Donc le GH5S a un capteur de 10,2 mégapixels contre 20,3 mégapixels sur le GH5. Donc il y a 2 fois moins de pixels sur le capteur du GH5S que sur le GH5, mais forcément vu qu'il fait la même taille des deux côtés, les pixels sont 2 fois plus gros sur le GH5S. Qui dit pixels plus gros dit meilleure performance en basse lumière, et en plus de ça on va avoir un double ISO natif, à ISO 400 et ISO 2500. Donc pour faire simple, ça veut dire qu'on va avoir une meilleure montée en ISO, donc on va avoir moins de bruit, donc c'est aussi meilleur en basse lumière. En plus de ça, on va pouvoir monter à 240 images par seconde en Full HD et on va pouvoir monter à 60 images par seconde en cinéma 4K contre uniquement 24 images par seconde en cinéma 4K sur le GH5. Donc tout ça, c'est ce qu'on a en plus. Par contre, le GH5S n'est pas stabilisé, donc si on veut des mouvements fluides, il faudra le mettre sur un stabilisateur. Et tout le reste, tout ce qui est menu, etc., c'est pareil. Donc pour revenir au GH5, j'ai pas trop parlé de photos, il fait quand même de bonnes photos, mais on va dire que c'est vraiment pas son point fort. Ça reste un capteur micro 4 tiers assez petit, donc si vous faites surtout de la photo, ça sera peut-être plus intéressant pour vous de prendre un appareil qui a un capteur APS-C ou plein format. Ou alors chez Panasonic, il y a le Lumix G9, qui est le cousin du GH5, qui est plus orienté photo, mais qui reste très très bon en vidéo. Alors maintenant on peut parler du prix, vu qu'il date d'il y a 3 ans, il est beaucoup moins cher qu'à sa sortie. Donc au moment où je fais cette vidéo en mai 2020, on le trouve à 1800 € en kit avec un objectif 12-60. Donc c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché. L'objectif de kit 12-60 c'est un très bon objectif pour commencer. Moi je m'en sers encore aujourd'hui. Et après bien sûr vous pourrez évoluer avec de meilleurs objectifs. Sachant que l'avantage des objectifs micro 4 tiers c'est qu'ils vont être moins chers que les objectifs plein format. Et vous allez trouver des objectifs qui ouvrent à f1.2 ou même f0.95 qui vont permettre d'éviter, comme je vous ai dit, de monter trop haut les ISO parce que ça fait beaucoup de bruit et que le GH5 est pas bon en basse lumière. Et en plus, ça va permettre d'avoir une faible profondeur de champ et un beau flou d'arrière-plan. Parce que oui, contrairement à ce qu'on dit, on n'est pas obligé d'avoir du full frame pour avoir une faible profondeur de champ. On peut être sur du micro 4 tiers. Par contre, il faudra avoir un objectif lumineux qui ouvre beaucoup. Et ce qui est bien avec le GH5, c'est qu'il est compatible avec tous les objectifs du marché. Donc même si vous avez déjà des objectifs, pas forcément sur micro 4 tiers, que ce soit chez Canon ou autre, on va pouvoir venir les mettre sur le GH5 avec une bague d'adaptation. En tout cas, je ferai bientôt une vidéo sur ma chaîne sur le choix des objectifs justement avec le GH5. Donc pour moi, le GH5, ça reste la caméra idéale à moins de 2000 €, que ce soit pour des vidéos YouTube, pour des clients, pour de la fiction ou même des vidéos personnelles. Personnellement, je vais continuer à utiliser le GH5 pendant longtemps. Alors je vais évoluer avec des objectifs de meilleure qualité parce que c'est surtout ça qui fait la qualité d'image. Et je vais sûrement craquer sur le Lumix S1H dans les mois à venir parce que je l'ai testé et je l'adore. Pour moi, c'est l'évolution du GH5 en plein format, en plus gros, en plus lourd. Mais là, on n'est pas dans la même gamme de prix, hein. On parle de 6000 voire 7000 € avec l'objectif. Mais en tout cas, je serais content d'avoir les deux. Donc le GH5 en compact, run and gun, peut-être plus pour de l'extérieur, du reportage. Et le S1H sur pied, en intérieur. Ou alors même les deux en multicam.
Alors si vous possédez le GH5 et que vous avez l'impression de ne pas bien le connaître, de ne pas l'exploiter à 100%, j'ai créé une formation complète dessus basée sur mes 3 ans d'expérience. Elle est disponible dès maintenant, vous avez le lien en description, avec le programme des 28 vidéos. Je pars de zéro en présentant le boîtier, la molette des modes, puis j'explique tout ce qu'il faut savoir en vidéo, en photo, et enfin une partie plus générale avec par exemple la personnalisation du GH5. En plus des vidéos, vous aurez des quiz pour tester vos connaissances, vous aurez accès au groupe privé d'entraide dédié à la formation, et je ferai aussi des lives régulièrement pour répondre à vos questions. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les infos en description. Je remercie Albert de SOS Ciné de m'avoir prêté du matériel pendant le confinement. Si vous avez envie de tester le GH5, des objectifs ou du matériel vidéo en général, allez sur sosciné.fr et vous aurez accès à du matériel de qualité à des prix assez bas. Vous pouvez faire une demande de devis en ligne, c'est pratique. Allez, rendez-vous en 2025 pour voir si le GH5 est toujours à la mode. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut!